demande beaucoup d'énergie, mais et c'est accessible à tous. On ne pourrait pas limiter ça? Le projet sur lequel je travaille, c'est par exemple faire des énergie scores pour des modèles d'IA. Et basé sur ces énergie scores, on peut commencer à dire, par exemple, si on a un modèle qui est utilisé par 10 millions de gens par jour, comme ChatGPT, il faut que la consommation énergétique soit moins que X ou que ça soit un énergie score de 5 étoiles, par exemple, pour dire que ça, c'est un modèle plus efficient. OK. C'est ça. Vous arrivez de Paris, où vous avez participé au sommet mondial pour l'action sur l'intelligence artificielle, qui réunissait des dirigeants d'organisations internationales, des PDG d'entreprises, des chercheurs, beaucoup de chefs d'État, dont Justin Trudeau. C'est quoi les objectifs d'un tel sommet? Je pense que rassembler tout le monde dans la même pièce et parler des sujets qui inquiètent beaucoup, comme la concentration du pouvoir, comme la domination des États-Unis. Ce qui était intéressant, c'est que c'était mon premier sommet où j'étais vraiment avec ces gens-là qui prennent toutes les décisions quelque part. Et je me suis rendu compte qu'on s'inquiète tous des mêmes choses, du fait qu'on ne comprend pas comment fonctionnent ces algorithmes, que on ne sait pas comment nos données sont utilisées. Donc je pense que c'était vraiment l'occasion d'en parler et au moins faire des intentions d'essayer de régler les choses. Mais c'est sûr que l'équilibre du pouvoir... Il y a la France qui vient d'injecter juste combien de milliards d'euros pour retravailler leur système d'IA. La Chine est très agressive aussi. Trump vient d'annoncer aussi des investissements. J'ai comme l'impression qu'il y a de quoi de plus important qui s'en vient avec l'IA, puis on ne le sait pas tant que ça. Je suis complotiste de dire ça. Non, est-ce que c'est la nouvelle course vers la Lune aussi? Je pense que c'est un peu... C'est pour montrer que c'est le cas, mais en fait, l'IA est tellement déjà injectée dans notre société que c'est pas comme la Lune où c'est vraiment un objectif net. Maintenant, c'est un peu plus... C'est plus dur à percevoir comme truc, mais je suis d'accord que... Ouais, je suis d'accord que maintenant le Stargate aux États-Unis et tout ça, je pense que c'est vraiment une question de rassembler plus de données, les exploiter plus, être plus dans, je sais pas, les publicités. Ultimement aider l'humanité. Non, pour faire plus d'argent. Ah non, voyons. On met des remèdes, là. D'ailleurs, à cause de l'intelligence artificielle, des entreprises comme Microsoft et Google n'arrivent pas à réduire leur émission de CO2. Elles ont même abandonné leur engagement en matière de carboneutralité. Est-ce que c'est une mission qui est impossible pour elles ou c'est juste trop énergivore et ça coûte trop d'argent? C'est drôle parce que c'était des objectifs qui se sont mis eux-mêmes. Donc, normalement, c'est quelque chose qui est assez tractable, mais ils ont raté leur propre objectif parce que l'IA est devenue tellement populaire et tellement énergivore, parce qu'on l'a mis tellement partout. Je pense que même les grandes entreprises s'y attendaient pas. Et maintenant, ils sont en train de voir, maintenant avec la nouvelle administration américaine, je pense que tout est un peu passé à côté, mais ils sont en train de voir d'où prendre cette énergie-là aussi. Juste peu importe comment elle est générée, où est-ce qu'ils peuvent avoir l'énergie nécessaire. Mais maintenant, je me mets à la place de quelqu'un qui nous regarde, là, qui dit, mais comment ça peut faire une empreinte que je parle avec ChatGPT? C'est-tu parce qu'on utilise de l'eau pour refroidir les ordi? C'est comment ça fonctionne exactement? Quand on fait une requête, par exemple, quand on veut générer une vidéo d'un chat qui transforme en crème glacée, ça ne tourne pas sur notre téléphone. Ça tourne sur un centre de données quelque part et en fait, ça demande de l'énergie, beaucoup d'énergie pour tourner ce centre de données, beaucoup d'eau pour refroidir ce centre de données-là. Et en fait, il y a toute l'infrastructure d'Internet, de transfert de données, aussi toute l'énergie qui est utilisée pour entraîner les modèles, parce qu'en fait, pour qu'ils génèrent des crèmes glacées à partir de chats, il faut bien leur montrer des images. Et donc ça prend des millions d'heures. Genre vraiment, sans blague, c'est des millions d'heures de calcul. Donc ça, c'est aussi beaucoup d'énergie. Donc c'est comme une usine à gaz qui fait tourner tout ça. Mais est-ce qu'on est capable de mettre, je sais pas, un comparatif, là, tu sais? Je demande à IA, c'est qui Rémi Pierre Paquin, ça équivaut à combien de kilomètres en char, exemple? Ça apparaissait sur la facture d'hydro de tous et chacun. C'est ça. Ben là, on le saurait. Là, on pourrait quantifier. On fait comme ah! Ça coûte 200$, fait que c'est chat-là. Mais c'est un beau vidéo. Le mouvement éco-responsable de gens qui font des recherches simples pour pas surcharger l'IA, pour consommer moins, refroidir moins les systèmes et tout. C'est que maintenant, c'est tellement rendu quasiment en dehors de notre portée. Par exemple, si on veut utiliser Google, on peut pas... C'est ça qui me dépasse. On peut pas désactiver. C'est fou. Et donc moi, par exemple, j'utilise
utilise un moteur de recherche qui s'appelle Ecosia, c'est carbone neutre, ils font pas d'IA générative. Donc, en fait, quelque part, il faut comme sortir de cette plateforme et dire, OK, ben, peut-être ça va me prendre 3 recherches pour trouver l'information, mais au moins, il n'y a pas ces pavés qui sont Il n'y a écrits. pas une surdépense. Exactement. Cet automne, le Time Magazine vous a nommé parmi les 100 personnes les plus influentes au monde en intelligence artificielle. J'y ai pas fini. Et vous faites aussi partie de la liste de la BBC des 100 femmes les plus inspirantes et influentes du monde en 2024. Félicitations. Ça va être drôle de pièce de théâtre. On tombe. Il y a du feu à un moment donné. Mais ces nominations, Sacha, vous ont surprise. Pourquoi? Parce que je me vois pas. Parce qu'en fait, en plus, pour Time, on m'a mis dans la catégorie avec tous les PDG. C'était comme Zuckerberg, Nadella et tout ça. Ils m'ont mis dans la catégorie leader. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que je me vois comme chercheuse, je me vois comme scientifique. Donc, mais je pense qu'en ce moment-là, on est tellement à un moment clé pour la crise climatique, pour toute cette conscience-là. Donc, je pense que pour même les gens qui m'ont mis sur cette liste, c'était une manière de dire, ben oui, il y a les GAFAM, il y a les Big Tech, mais il y a aussi Sacha qui les critique et qui essaie de mettre en avant un sujet qui nous concerne tous. Vous avez 34 ans. Vous avez étudié la linguistique informatique et la cognition humaine à Paris, en Corée du Sud et en Argentine. Mais c'est à Montréal, à l'UQAM, que vous avez décidé de faire votre doctorat en informatique cognitive et d'y poursuivre vos recherches. Vous auriez pu travailler pour vrai n'importe où dans le monde. Pourquoi vous avez choisi Montréal? Je suis venue pour l'UQAM et je suis restée pour un écosystème qui vraiment prône l'innovation responsable. Je parle à mes collègues à San Francisco, même à Paris, c'est vraiment go, 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 on y va, on entraîne des modèles, on va raiser de l'argent. Et je trouve qu'à Montréal, on est plus posé. J'ai fait un postdoc avec Yoshua Bengio, je pense qu'il incarne cette approche-là qui est humaniste, qui est quand même concernée, qui c'est pas juste l'innovation pour l'innovation. Et je pense qu'en IA, Montréal, c'est l'endroit pour faire l'IA responsable. Mais justement, Yoshua Bengio, il a dit la semaine passée dans la presse que si on faisait rien pour arrêter ou réglementer l'IA, il donnait 10 ans à l'humanité. Je ne sais pas comment processer cette espèce d'information catastrophique-là, mais tu sembles avoir beaucoup d'optimisme. Optimisme, non, mais en fait, je pense qu'il... Cool. Non, parce que c'est un peu catastrophique se réveiller le matin et lire ça, disons. Je pense qu'en fait, on perçoit l'IA comme une genre d'arme à destruction massive, mais si on commence à légiférer ses usages, que ce soit en matière énergétique, en matière de faire des publicités ciblées, utilisées pour la désinformation sur les réseaux sociaux, ça devient tractable. Et en fait, je pense que Yoshua, ce qu'il veut dire, c'est que si on fait rien, tous ces usages-là peuvent faire de l'IA quelque chose de très négatif pour la société. Je ne suis pas d'accord avec lui que ça peut détruire tout le monde, mais je suis convaincue qu'il faut commencer à mettre des barrières pour dire, c'est pas les grandes compagnies technologiques qui décident pourquoi on utilise cette technologie qui est quand même très puissante. Oui. Il n'y a que 15% des femmes qui travaillent en intelligence artificielle. Comment vous expliquez ça? Puis qu'est-ce qu'on y gagnerait s'il y en avait davantage? C'est un peu un boys club. C'est sûr que l'informatique de manière générale est très masculine et l'IA, parce qu'il y a d'argent là-dedans, il y a vraiment cet engouement. Mais en fait, contrairement à la programmation un peu basique, les modèles d'IA qu'on crée et on les met dans la société et puis ils amplifient les biais, ils amplifient tout ce qu'on a mis là-dedans. Par exemple, j'ai fait des études sur justement les algorithmes de génération d'images. On a montré qu'ils généraient que des hommes blancs pour les PDG. Et même c'était pire que... c'est des biais masculins. Exactement. Oui. Et en fait, déjà de base, l'IA, c'est une machine à amplification de biais et les gens qui créent ces machines-là, ces modèles-là, ils transmettent leurs biais. C'est humain. Et donc, en fait, c'est très important qu'on ait de la diversité autour de la table parce que c'est des micro-décisions qui, après ça, vont avoir des impacts sur des millions de personnes. C'est fou. Mais on a peur pour notre emploi. Dans le showbiz, là, on check un peu. On a peur d'être remplacé par l'intelligence artificielle, les doubleurs, les voix d'annonceurs, tout ça peut être remplacé. Même les acteurs, on parle de ça, puis on a peur un peu. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on perde tout notre job, premièrement? Deuxième question, est-ce qu'il y a d'autres emplois qui sont peut-être menacés et qui ont raison d'avoir peur?
il y a beaucoup d'emplois qui sont menacés, mais c'est surtout des fonctionnalités, par exemple de la traduction, de la transcription, tout ce qui est vraiment la scénarisation. Non, mais les scénarios écrits par l'IA sont plates. C'est vraiment pas bon. Mais je pense que c'est ça, l'IA, il fait des trucs faciles ou tractables bien, mais tout ce qui est vraiment le créatif, c'est impossible, parce que vous avez vu des images d'IA, ils sont trop... mais aussi, c'est pas intéressant, c'est pas la même chose qu'un photographe qui a pris une belle perspective, c'est quelque chose de tellement deux-dimensionnel. L'IA, genre, sauve nos vies, tu sais, je veux qu'elle règle, genre, les problèmes de santé de ton fils. Ouais, exactement. Je veux pas qu'elle nous fasse un scénario poche. Mais c'est parce que... Je comprends pas pourquoi on s'en sert pour ça. Parce qu'on laisse les gens qui font de l'argent prendre ces décisions-là. Et en fait, pourquoi on a besoin de ces modèles qui génèrent des vidéos? Qu'est-ce qu'on va faire avec des publicités? On va remplacer des gens dans l'industrie créative. Et à côté de ça, l'IA en santé, en lutte contre les changements climatiques. Mais là, on le tout voit, ça. les grands, là, justement, de l'IA ou des Elon Musk de ce monde, ils n'écoutent pas la loi de toute façon. Alors, comment on va légiférer contre ceux qui n'écoutent pas la loi? Ben, justement, je pense que pour les sommets, l'idée, c'est que d'avoir ces sommets tous les ans, ça permet d'avoir de la légifération transnationale. Parce que c'est sûr que si on légifère au Canada, ils vont aller aux États-Unis, et puis après ça, ils vont partir ailleurs. Donc, il faut légiférer d'une manière, de mettre la pression d'une manière mondiale. Plus global, ouais. Et c'est ça l'espoir, mais c'est qu'ils ont beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir après ça. Mais parlons-en d'Elon Musk qui mise sur l'intelligence artificielle pour optimiser le fonctionnement du gouvernement américain. Il était prêt à payer presque 100 milliards pour acheter OpenAI, le créateur de ChatGPT, qui n'est pas à vendre, soit dit en passant. Est-ce que les aspirations de Musk en intelligence artificielle vous inquiètent? Je trouve que c'est tellement caricatural quelque part. C'est le petit garçon avec trop d'argent qui fait des choses qui ne font pas sens. En fait, l'anecdote veut que Sam Altman était à un souper à l'Élysée quand il a reçu la demande de Musk. Et puis qu'il a regardé ça devant tout le monde et puis il a dit je ne vais pas gaspiller mon temps sur ça. C'est un peu... un truc jeté au visage, c'est pas une vraie approche. Et je pense que, mais de l'autre côté, ça crée du trouble, ça crée de l'anxiété, et c'est ça qui crée des clics et des likes. Je veux dire, tout est fait pour nous maintenir dans la machine de médias sociaux. Sachant l'intelligence artificielle, vous remercie de nous avoir accordé cette entrevue. Est-ce que vous restez avec nous? Oui. C'est une Merci intelligence infiniment. réelle. Oui.